Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier extraordinaire que nous propose aujourd'hui Jacques-Antoine est particulièrement intéressant car il nous apprend ce que nous ignorions encore, la technique à utiliser pour obtenir des aveux. Quels que soient les indices, les preuves, la perfection d'une enquête, rien ne vaut pour étayer une accusation les propres aveux du coupable. Inutile de dire que l'obtention des aveux par la force, par ailleurs ignoble et illégale, est la plus mauvaise des techniques, car elle est trop fertile en fausses déclarations, en faux aveux faits pour échapper à la douleur ou à la peur. Elle provoque des retours en arrière et transforme en imbroglio les affaires les plus claires. Un bon policier doit donc utiliser une technique purement psychologique pour amener une personne suspectée à oublier l'instinct de conservation au point d'en arriver à cette apparente aberration, l'aveu qui la condamne. C'est un exemple passionnant de cette méthode que nous allons maintenant découvrir ensemble. Nous tenons l'essentiel de ce dossier du récit de René Le Chat, commissaire en chef aux délégations judiciaires de Belgique. Pour des raisons faciles à comprendre, nous n'utiliserons ni les noms réels des protagonistes de cette affaire, ni les lieux géographiques véritables. Le drame, d'ordre essentiellement psychologique, se présente comme suit. Versilly, né en 1892 à Charleroi, y exerce pendant longtemps la profession de maraîcher. Sa fille, Marie-Madeleine, née en 1918, qui lui est très attachée, l'aide dans son commerce. Versilly est un homme de grande taille, brun, bien bâti, et même assez athlétique, mais avec ce teint bistre, ses yeux enfoncés, rapprochés et brillants, toujours légèrement cernés, qui vous donnent l'impression d'avoir affaire à un éternel malade. C'est au demeurant un homme calme d'apparence, intelligent, honnête et sérieux. Sa fille Marie-Madeleine est une brunette agréable, tour à tour exaltée et renfermée, par moments très ordonnée et méticuleuse, à d'autres moments brouillonne et rêveuse. Ce qu'il y a de plus attendrissant chez elle, c'est son sourire, qui sait être enjoué, mutin, ou triste, ou tendre. Veuf, Versilly se remarie avec une femme de nationalité française qui ne parvient pas à vivre en bonne intelligence avec sa belle-fille. Quand Marie-Madeleine atteint l'âge de 15 ans, son père la place chez sa grand-mère dans le nord de la France, mais elle ne peut vivre loin de lui et le supplie de la reprendre au foyer paternel. Versilly se laisse facilement fléchir et elle revient. Alors le désaccord s'accentue entre les deux femmes. Versilly marie sa fille à un jeune Français du Nord. À peine le ménage s'est-il installé dans cette région que Marie-Madeleine renouvelle ses supplications auprès de son père pour qu'il vienne la rechercher, et Versilly ne peut y résister. En 1937, Versilly et sa femme s'installent donc à Lille. Marie-Madeleine, qui vient de donner le jour à un bébé, les y rejoint et vit non loin d'eux. Versilly loue dans la banlieue une grande exploitation maraîchère et sa fille va parfois l'aider dans ses travaux. Quelques mois plus tard, la rupture du ménage Versilly se précise. Versilly quitte son foyer, s'installe avec sa fille et son petit-fils dans la maison maraîchère. Sa femme déclare alors à des amis que son mari a pour Marie-Madeleine un attachement trop marqué. Le lendemain, celle-ci se montre plusieurs fois dans le village. On ne devait plus l'y revoir vivante. Sa disparition ayant été constatée, son père finit par faire la déclaration suivante. Il conservait une somme d'argent assez importante chez lui, dans un tiroir de secrétaire. Depuis quelque temps, Marie-Madeleine semblait préoccupée et refusait de s'ouvrir à son père du secret qui semblait l'oppresser. Finalement, il a constaté à la fois la disparition de ses économies, des affaires de toilette et quelques vêtements de sa fille. Tout semble donc indiquer qu'il s'agit d'une fugue. Versilly met son petit-fils en pension
et retourne s'installer seul en Belgique. Cependant, certains parents et amis de Marie-Madeleine sont étonnés que celle-ci ne donne aucune nouvelle. Leur inquiétude les amène à demander l'intervention du parquet de Lille. Certains n'hésitent pas à accuser Versilly de cette disparition. La police belge le convoque, et c'est ainsi que le commissaire Lechat se trouve pour la première fois en face de Versilly. Monsieur Versilly, depuis votre dernière déclaration, votre fille s'est-elle manifestée? Non, monsieur le commissaire. Est-ce que vous ne trouvez pas cela étrange? Bien sûr que si, monsieur le commissaire. Vous savez, monsieur Versilly, que c'est à la demande de certains parents et amis de votre fille que nous sommes amenés à vous interroger. Hélas, monsieur le commissaire, j'ai dit tout ce que je savais. Vous pensez bien que si je pouvais vous aider, je le ferais. Je ne comprends donc pas pourquoi vous m'avez convoqué. Monsieur Versilly, la police française, nous ayant laissé entendre que vous connaissiez les véritables raisons de la disparition de votre fille, vous voyez bien que nous ne pouvions pas faire autrement. La voix de Versilly devient glaciale. Monsieur le commissaire, en ce qui me concerne, je n'ai pas porté plainte pour le vol que ma fille a commis chez moi. Et si je taisais une information quelconque au sujet de sa disparition, ce ne pourrait être que dans son propre intérêt et à sa demande. Ma fille est majeure. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît. Les personnes qui sont intervenues auprès de la police se mêlent donc de ce qui ne les regarde pas. Le commissaire, l'air ennuyé, regarde fixement Versilly. À moins que quoi? Versilly se lève d'un bond. J'ai compris, on me soupçonne. Mais c'est absurde, monsieur le commissaire. J'adore ma fille. Je n'admets pas ces soupçons. Je me refuse à tout interrogatoire. La police n'a pas le droit d'importuner un citoyen irréprochable, surtout en partant de simples ragots. Cet homme a raison, et le commissaire est obligé de mettre l'enquête en veilleuse. Toutefois, il obtient l'autorisation de visiter sa maison et de jeter un coup d'œil sur les effets de Marie-Madeleine. C'est alors qu'une lettre de Marie-Madeleine à son père tombe entre les mains du commissaire. Cette lettre, datée de 1938, alors que Versilly n'avait pas encore quitté sa femme, comporte des expressions telles que « Je ne peux pas vivre sans toi »,« Papa mon amour »,« Ta chère présence »,« Cette nuit je n'ai pas pu dormir en pensant à toi »,« Les nuits loin de toi sont un supplice », etc., etc. Il est évident que ces expressions manifestent une intimité pour le moins suspecte. Aussi, dès le début de 1939, la police mobile de Lille intervient. Son chef explore toute la propriété maraîchère. Il prospecte notamment le sous-sol d'une serre de culture où, peu avant la disparition de sa fille, Versilly a défoncé le sol pour préparer une plantation de tomates qu'il a d'ailleurs réellement effectuée. Et là, à 1 mètre sous la terre, la police trouve un corps de femme en état de décomposition avancée. On ne tarde pas à l'identifier. C'est celui de Marie-Madeleine. L'autopsie révèle la strangulation à l'aide d'une corde et des mains. Cette fois, Versilly, appréhendé par la police belge, comparaît comme suspecte devant le commissaire-chef. Celui-ci l'a jaugé lors du premier entretien et compris qu'il doit exclure de son attitude toute arrogance, toute manifestation de supériorité qui obligerait Versilly à se mettre en garde. Il va donc lui parler avec calme, pondération et objectivité. C'est l'histoire, hein? C'est vous. Je comprends très bien maintenant que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous n'ayez pas pu me dire tout ce que vous saviez sur la disparition de votre fille. Mais maintenant que l'on a retrouvé les cadavres, je dois vous poser quelques questions. Et le commissaire commence à poser ses questions à Versilly, qui est assis en face de lui, la figure bien éclairée, afin qu'aucune de ses hésitations, aucun de ses réflexes et de ses réactions ne lui échappe. Il évite avec soin tous les termes qui pourraient rebuter le suspect, l'inhiber ou le bloquer. Par exemple, il ne prononce pas les expressions rapport sexuel, inceste, assassinat. Mais il use au contraire d'euphémismes. Les rapports sexuels deviennent des rapports affectifs.
L'inceste devient un lien passionnel et l'assassinat, la catastrophe. De sorte qu'après avoir nié, Versilly se laisse aller à des demi-aveux. Les mots inceste, rapport sexuel et assassinat n'ayant jamais été prononcés, Versilly n'a pas à les réfuter, mais il admet être responsable de la mort de sa fille, échafaudant une version qui est à la fois un système de défense et d'accusation. Il s'explique d'une voix sourde, tour à tour le visage penché en avant, ou les yeux dans les yeux du commissaire. Depuis longtemps, dit-il, ma femme me poussait à faire disparaître Marie-Madeleine qui, par son excès d'affection envers moi et son agressivité envers elle, faisait obstacle à notre bonheur. Ma femme me conseillait tous les moyens, y compris le meurtre. Elle finit même par me l'imposer, par exiger l'enfouissement du corps de Marie-Madeleine dans la serre. Elle alla jusqu'à surveiller l'exécution de la fosse. Mais j'étais évidemment opposé au crime. J'ai fait néanmoins semblant de céder, et pour donner le change, j'ai creusé le sol, mais en fait, je préparais une plantation. Je voulais soustraire ma fille à la hargne de ma femme. Je l'amenai donc à la maison maraîchère avec son jeune enfant pour la protéger et essayer de la réconcilier avec son mari. Je partis à la recherche de ce dernier, mais je ne le trouvais pas. J'insistai sans succès auprès de ma fille pour qu'elle retourne près de sa grand-mère. Au cours d'une discussion au sujet de ma femme, Marie-Madeleine me traita de lâche. Sous l'insulte, je fus la proie d'une violente colère qui éclata malgré moi. Je frappai ma fille au visage d'un coup de poing. Elle s'écroula. Elle râlait. Affolé, convaincu qu'elle se mourait, je lui serrai le cou pour abréger ses souffrances. Puis, pris de peur, je l'ai enfoui dans la serre. Les aveux de Versilly sont suffisants pour motiver une inculpation, mais dans quelle mesure a-t-il menti? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Vous allez voir que pour le savoir, le commissaire va se livrer à un interrogatoire passionnant. En effet, le devoir de celui-ci est de permettre l'application de la loi. Or, la loi prévoit une peine relativement légère pour un accident, alors qu'elle prévoit les travaux forcés à perpétuité pour un crime volontaire et prémédité. On comprendra bien que le commissaire a l'impression de commettre une injustice s'il se contente de la version de Versilly, alors que tout indique qu'elle dissimule un crime bien plus grand. Enfin, Versilly fait reposer la responsabilité morale de la mort de sa fille sur sa femme. Celle-ci devrait donc, malgré ses dénégations, être poursuivie et condamnée aussi, ce qui ne peut être accepté sans preuve. Or, les seules preuves que la police belge puisse obtenir rapidement, le crime s'étant passé en France, ce sont les aveux de Versilly lui-même. Le commissaire décide donc de reprendre l'interrogatoire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Cette fois encore, le commissaire s'efforce d'être calme et presque respectueux de son interlocuteur. Il est bien décidé à ne pas quémander ses aveux, à ne pas insister en ayant l'air de mendier des paroles révélatrices, en disant par exemple « Avouez, mais avouez donc! Allons, dites-moi la vérité !» À ne pas le menacer surtout de l'intervention d'un chef, d'un interrogateur plus puissant, car alors Versilly se gausserait, rirait sous cape de le voir si malheureux de ne pas réussir et mentirait avec assurance, convaincu de lui faire croire n'importe quoi. Il cherche donc une expression destinée à faire comprendre dès le départ à l'accusé qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'il le comprend. Tandis que Versilly, assis devant lui, immobile, se prépare à une défense pied à pied, le commissaire parcourt quelques lignes du dossier. Il lève la tête, puis il dit en soupirant « Ah, les femmes !» Versilly ne bronche pas. Mais le commissaire sait qu'en lui-même il a pensé « Tiens, le commissaire aussi doit avoir eu des problèmes avec les femmes. » D'après ce que je comprends, dit le commissaire, votre femme n'a pas un caractère facile. J'ai même l'impression que vous n'avez pas du tout le même caractère. Ça n'a l'air de rien, ces facteurs psychologiques, poursuit le commissaire, mais ça peut être lourd de conséquences, et personne n'y peut rien. Ça finit même par rejaillir sur les plans les plus intimes. Quand on ne s'entend pas toute la journée, il n'y a pas de raison qu'on s'entende la nuit. J'ai vu ça si souvent. Au fait, ce n'est peut-être pas votre cas.
Versilly a un geste désabusé qui ne signifie ni oui ni non. Donc c'est bien son cas. Et bien entendu, reprend le commissaire, pour ces dames, c'est toujours la faute de l'homme. Elles vous font des remarques désagréables. On finit par se sentir diminué, à tort ou à raison. On commence à douter de sa propre virilité, on en souffre. C'est vrai, pour être heureux, équilibré, un homme a besoin d'être rassuré de ce côté-là, n'est-ce pas? Cette fois, dans le silence du bureau, le commissaire entend nettement Versilly répondre d'une voix très basse. « Oui. » Alors le commissaire reprend son soliloque avec adresse, avec passion. Il est au cœur de son métier, il parle longuement à Versilly, de sa famille, de sa femme, de sa fille, et au fur et à mesure que ses réponses d'abord hésitantes se précisent, elles renforcent l'hypothèse que le commissaire s'est forgée. Il lui fait comprendre, avec toutes les nuances qui conviennent à un tel sujet, qu'il a deviné le mécanisme de son comportement conjugal et paternel, de son comportement sexuel surtout, avec sa femme et avec sa fille. Bientôt, Versilly admet que Marie-Madeleine, sous l'influence d'un complexe d'Édipe mal évolué, lui a manifesté une passion toute physique, qu'elle s'est révélée essentiellement féminine et passive. Certes, il a longuement lutté contre cette attirance morbide, mais il reconnaît que sa répulsion naturelle a été vaincue par le besoin de jouer un rôle de mâle actif. Un jour, il a cédé, et en a ressenti tout de suite une violente culpabilité. Le commissaire parle de ces choses-là comme s'il s'agissait des choses courantes de la vie, et Versilly, d'abord raide dans son fauteuil, se décontracte et abandonne sa position défensive. « Vous avez dû souffrir énormément, dit le commissaire, partagé entre ce besoin légitime de prouver votre virilité et un sentiment de dégoût croissant, jusqu'à la nausée. D'autant que vous deviez souffrir aussi de la rupture de votre ménage, rupture dont votre fille était la cause, en fait. » Versilly ne fait pas de déclaration fracassante, il ne dit jamais totalement oui ou totalement non, mais implicitement, il adhère à la version du commissaire qui petit à petit entre dans le détail de ses états d'âme, de ses luttes intimes. Il suppose que Versilly a essayé de vaincre sa propre passion et de reprendre sa vie conjugale en éloignant Marie-Madeleine. Hélas, il n'a pas pu réussir parce que sa fille, intimement et complètement satisfaite, opposait une résistance farouche à chaque tentative de séparation. À pas mesurer, le commissaire en arrive à l'essentiel. Comment cette tentative désespérée de libération a pu l'amener à envisager le meurtre? Mais il ne se montre pas outré qu'une telle pensée ait pu lui venir, ni même révolté à l'idée que le crime ait pu être commis. Il s'efforce de ne pas avoir l'air surpris par les mensonges, le sang-froid, la moralité ou le cynisme de Versilly. D'ailleurs, le commissaire ne s'intègre pas à l'action. Il veut éviter à tout prix que Versilly voie en lui un censeur moral, un père courroucé, un juge qu'il condamne. Il veut avoir l'air maintenant d'un homme qui comprend et qui ne prétend qu'à enregistrer imperturbable les déclarations de son interlocuteur sans y participer affectivement. C'est ainsi qu'il envisage l'impulsion au meurtre, le besoin de supprimer Marie-Madeleine, l'objet de la passion coupable, la recherche obsédante d'une libération, une sorte d'affolement, d'impression d'être coincé, esclave de ses sens, prisonnier de la passion de sa fille. Solution, la tuer. La seule voie qui reste ouverte pour obtenir une sorte de réhabilitation vis-à-vis de lui-même. C'est alors que le moment tant attendu par le commissaire survient. Le regard de Versilly, confiant et troublé tout à la fois, et son attitude tout entière, l'en avertit. Brusquement, Versilly a confiance. Cette confiance est déraisonnable. Déraisonnable, en ce sens qu'elle est étrangère à tout raisonnement, et prend assise dans l'inconscient de Versilly. Versilly éprouvait déjà, venant des profondeurs de l'inconscient, un impérieux besoin d'avouer. Jusque-là, sa prudence l'en empêchait. Mais maintenant, cette confiance absurde détruit toute prudence, et l'instinct de conservation, l'amour de la liberté sont subitement balayés. Brusquement, Versilly déclare « Tout ce que vous dites est vrai. Si vous le savez, vous n'ignorez rien du reste, et je ne peux plus vous le cacher. » Et les aveux viennent précis. L'inceste de longue date, l'homicide prémédité avec toutes ses circonstances,
la mise totale de l'épouse hors de cause, etc. Mais contrairement à ce que vous pensez, chers amis, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais un dossier de police n'est jamais trop bien fait, trop complet. Et les autorités judiciaires belges se prennent à supposer que Marie-Madeleine aurait pu se trouver enceinte des œuvres de son père, ce qui aurait pu précipiter le drame. On estime en haut lieu que ce point doit être éclairci et le commissaire est chargé d'un nouvel interrogatoire. C'est lui-même qui nous a raconté cette 4e et dernière rencontre, en insistant particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'il va s'asseoir devant Versilly, le commissaire ne doute pas du succès. Les aveux qu'il a obtenus sont beaucoup plus graves, tout compte fait, que ceux qu'il espère maintenant. Versilly a confiance en lui. Il le voit bien à la façon dont il le regarde. Alors, sans s'en rendre compte, le commissaire le salue trop froidement, avec une autorité trop hautaine. Tout en parlant, le commissaire ouvre son dossier, et tout en parlant aussi, il se rend compte qu'il accomplit ce geste avec une sorte de satisfaction, comme heureux de revenir à ces quelques papiers qui symbolisent un triomphe personnel. Il veut se reprendre, mais déjà il est trop tard. Un regard rapide comme l'éclair sur Versilly lui laisse voir que celui-ci a froncé les sourcils. Alors le commissaire essaie de réparer par ses propos l'impression fâcheuse que son attitude a pu créer, mais là aussi il est trop tard. Il est parti de l'avant, il a été trop vite. Il a déjà prononcé les mots interdits. Inceste, fille enceinte, soupçon de sa femme et surtout, motif du crime. Alors rien à faire. Versilly se fige. Le commissaire, se doutant déjà qu'il va échouer, fait de son mieux. Mais il a l'impression de quémander. Versilly, qui se raidit, doit sentir que le commissaire attend ses aveux pour se sortir de cette situation difficile. Et brusquement, Versilly parle. « N'insistez pas, commissaire, c'est inutile. Je sens que vous êtes du côté de ma femme. Je ne vous dirai plus rien. » Et le mutisme de Versilly est définitif. Comme l'état de décomposition du cadavre ne permet pas de relever d'indice de grossesse, cette charge ne peut être retenue. Néanmoins, Versilly sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Maintenant, vous comprenez, chers amis, pourquoi le commissaire a tenu à mentionner le dernier épisode. Parce que cet échec confirme bien que les vrais aveux sont le résultat d'un mécanisme purement psychologique, où la raison et la brutalité n'ont aucune part. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.